et simple raison qu'aujourd'hui notre invité, Olivier Bertrand, est un ami de longue date et que cette amitié, elle est née ici à la Duchère en fait. Olivier, il a été pendant 10 ans journaliste de Libération à Lyon. Il s'occupait aussi de l'équipe de foot des journalistes. Et quand Florence Aubenas était otage, il organisait toute une série d'événements pour faire savoir, pour diffuser le fait qu'elle était otage. Elle était otage où, s'il vous plaît ? Elle était otage à Bagdad. À Bagdad, elle a été. Et c'était donc en 2005, début 2005. Et notamment, il voulait sensibiliser les élus de Lyon à cette prise d'otage. Et moi, je travaillais à l'époque pour des élus à Lyon. Et il m'a demandé de l'aider à organiser un match de foot de son équipe de journalistes contre des élus et des collaborateurs de Lyon. Et ce match de foot s'est passé où ? Sur le stade Balmont. Voilà. Et on a joué. Moi, j'étais avec les élus, dont certains n'étaient pas en grande forme. Plutôt que de les dribbler, c'était plus simple de les contourner. Donc on faisait rentrer des joueurs de l'équipe de la Duchère dès qu'on était mené au score pour égaliser. Et le match s'est terminé par un score de parité à 5-5, mais le lendemain, dans tous les journaux de Lyon, les journalistes avaient gagné. Donc j'ai compris ce jour-là qu'on ne pouvait pas faire confiance aux journalistes. On raconterait la vraie histoire. Mais tout ça a été très très sympa parce que quand Olivier a pensé cet événement, Florence Aubenas était encore captive, mais avant que l'événement ne se réalise, elle avait été libérée en juin, quelques jours avant l'événement. Donc du coup, c'était plus pour sensibiliser, c'était pour fêter sa libération. Voilà. Et donc une amitié est née de ce moment-là. Et après, on s'est suivi toutes ces années. Olivier est journaliste, il est écrivain, il est réalisateur. Tout ce qu'il fait est particulièrement engagé, vous allez le voir dans le documentaire de ce soir. L'année dernière, dans le cadre du Festival du Ciné Duchère, il y avait déjà l'un de ces documentaires qui avait été présenté, c'était l'année précédente, c'était pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans. L'Hôpital en Santé, qui est un documentaire particulièrement intéressant sur une unité de santé dans les quartiers de Marseille avec des soignants militants, c'est assez exceptionnel. Il vient de réaliser un nouveau documentaire dont il vous parlera peut-être à la fin, qu'on aura peut-être l'occasion de visionner plus tard. Et ce soir, donc, on va parler d'une histoire oubliée, qui est cette prison, ce lieu d'enfermement illégal dans le port de Marseille, qui servait à enfermer 30 000 étrangers à la fin des années 60. Ça a été révélé en 1975 par un avocat, et essentiellement des Algériens qui étaient par la suite renvoyés dans leur pays. Il a exhumé tout ça, il en a fait un documentaire. Donc voilà, il est avec nous, je vous demande de bien vouloir l'accueillir. Je vais parler très très peu avant le film parce que je trouve qu'il ne faut pas trop parler avant un film. Il faut voir un film et après on parle. Il ne faut rien dire sur un film avant de commencer. Je voudrais juste remercier très 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 sincèrement et chaleureusement l'AS Duchère qui a toujours été, tant que j'étais à Lyon, mon club préféré. Et je ne le dis pas parce que je suis à la Duchère ce soir. Voilà, pour plein de raisons, j'étais très attaché à ce club qui m'intéressait beaucoup plus qui m'intéressait beaucoup parce qu'on est dans un quartier populaire, parce que même si à l'époque on ne faisait pas tout ce qu'on fait aujourd'hui à l'AS Duchère, il y avait déjà, je trouve, un regard, une ouverture sociale et sociétale qui m'intéressait. Et puis remercier Jean-Christophe Vincent qui effectivement est un ami maintenant de longue date. C'est quelqu'un dont le regard sur la chose publique m'a intéressé dès que je suis arrivé à Lyon pour Libération. Voilà. Et donc j'avais une grande confiance en lui. Il n'y a vraiment que quand il parle football et qu'il raconte nos matchs qu'il ne faut pas lui faire confiance. Bon film. J'ai envie de répondre à vos questions, de donner des explications quand il y a des choses éventuellement que vous avez envie de comprendre, que ce soit sur cette histoire ou que ce soit sur comment on travaille, comment on enquête pour faire un film comme celui-là. Voilà.
Peut-être juste le contexte avant, comment je suis tombé sur cette histoire. Moi, je suis journaliste de formation. Je travaille plus à Libération depuis une dizaine d'années. Et je travaille régulièrement pour le site Mediapart. Et il y a peut-être 5 ans, 6 ans, avant le premier confinement, je faisais une série de papiers pour Mediapart sur la rétention administrative. Donc ces lieux où on enferme des étrangers, le temps de préparer leur éloignement ou leur expulsion. Et donc je faisais des papiers réguliers, en allant voir vraiment tout le monde, des hommes enfermés, des soignants, des policiers, enfin, des avocats, la justice administrative autour de l'enfermement des étrangers. Et puis le confinement arrive. Et je m'occupais, moi, du centre du Canet à Marseille, centre de rétention du Canet. Et donc le centre est fermé. Donc je me retrouve au chômage, j'ai plus rien à faire. Donc je me dis, tiens, quelle est l'histoire de ce centre-là? Comment ça a commencé, les débuts du centre? Donc je commence à fouiller, à chercher des articles sur les débuts, et je tombe sur un papier qui me parle du hangar. Donc je découvre assez vite qu'il y avait un hangar à vendre qui servait de centre de rétention officiel. Mais je découvre un papier qui me parle d'un événement dans le centre en 1978. Et moi je sais que la rétention a été créée en 81. Je me dis comment il peut y avoir un centre de rétention en 78. Donc là je fouille, et je tombe sur cette histoire en fait qui est complètement oubliée, qui avait donc fait scandale en 75. Et depuis il y avait eu des travaux d'un chercheur anglais, un historien anglais, et je trouve ça plutôt intéressant que ce soit un anglais c'était un américain, Parkston, qui nous avait renseigné sur la France collaborationniste. Et là c'est un anglais qui nous renseigne sur cette histoire. Il n'avait pas pu continuer son travail, il avait commencé à fouiller, et donc voilà, donc j'ai décidé de me lancer pour exhumer toute cette histoire. Voilà. Mais peut-être encore une fois que c'est plus intéressant de répondre à vos questions. Juste une chose, Jean-Christophe, tu disais il faut connaître son passé pour ne pas le revivre. Il y a une autre expression à laquelle je crois beaucoup, c'est on peut tourner des pages, mais il faut les avoir lues jusqu'au bout avant. Et je pense que ce qui résonne aujourd'hui, c'est sans doute le sort des étrangers en France, avec un durcissement perpétuel, avec un ministre de l'Intérieur qui résolument applique ce que demande l'extrême droite depuis longtemps. Mais il y a autre chose qui se joue en ce moment, mais juste là, ces dernières semaines, c'est cette crise qui est en train de monter entre l'Algérie et la France, avec deux gouvernements, c'est à ça que tu pensais, hein, avec des gouvernements qui jouent avec le feu, voilà, qui sont en train de souffler sur des braises entre nos deux peuples qui ont mis du temps, qui mettent du temps, ça met du temps après une guerre de se rapprocher enfin. Et là, on ne peut pas jouer comme on est en train de jouer en ce moment les tensions entre ces deux peuples. Ce film, pour moi, il était là pour raconter l'arbitraire administratif, comment ça se construit, mais c'est également une porte que j'ouvre pour moi avec ce hangar sur les conditions d'accueil en fait. Qu'est-ce qui fait, c'est quoi le socle pour les gamins d'aujourd'hui, les gamins issus de l'immigration algérienne, c'est quoi le socle, que souvent ils ne connaissent pas d'ailleurs, hein. C'est les conditions d'accueil des parents, quoi. Et je pense que dans l'inconscient collectif, c'est très important. Voilà pour moi les raisons de faire ce film. Alors, qui se lance en premier ? Moi j'en ai une de questions. À un moment, on nous dit qu'il y a eu une prise de bec entre Gaston Defferre et Chirac, mais on ne sait pas ce qui s'est dit exactement. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu peux nous expliquer? Je ne sais pas avec précision. À l'époque, on ne filmait pas en continu. Donc j'ai essayé de retrouver moi les minutes de ces échanges que j'ai pas récupérés. C'est France Inter qui parle de l'algarade entre Defferre et Chirac. Ce qui est très intéressant surtout, c'est que c'est une vaste farce. C'est-à-dire que comment imaginer une seconde que Gaston Defferre, maire tout-puissant de Marseille, a pu ignorer que pendant 12 ans sur son port, il y avait une prison clandestine. Bien sûr qu'il le savait. Et on peut le savoir d'une façon, je ne développe pas ça dans le film, parce qu'on ne peut pas tout mettre dans un film de 52 minutes, mais quand quand l'avocat comprend qu'il se passe quelque chose, il fait appel à un journaliste communiste de la Marseillaise. Et ce journaliste lui dit, si j'y vais tout seul, Sixte, on va dire un avocat communiste et un journaliste communiste, ça n'aura pas beaucoup de poids. Ce qui serait bien, ce serait d'embarquer avec nous quelqu'un du Provençal, c'est l'ancêtre de la Provence. Et donc il part avec un journaliste, très bon journaliste, qui va planquer avec lui. Quand l'affaire est dévoilée dans les deux journaux, le journaliste vient voir l'avocat et il lui dit « Maître, maintenant c'est moi aussi qu'il va falloir défendre ». Gaston Defferre, qui était le patron de la Provence à l'époque, ça paraît fou, mais il était maire de Marseille et patron du principal journal. Gaston Defferre, après le papier, veut me foutre à la porte
Il a reçu un coup de fil de la préfecture et un coup de fil du consulat, et il veut me virer pour le papier qu'on a fait. C'est ensuite, quand la presse nationale s'en empare, que ça devient un scandale national, que Gaston Defferre, excellent politique, fin renard, comprend tout l'intérêt à tirer, et qui va en faire, lui, un scandale en s'opposant à Chirac. Mais bien sûr qu'il était au courant de ce qui se passait sous son pont. Et pas que Defferre, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à l'époque, 5000 travailleurs sur le port de Marseille. J'ai retrouvé les registres, 5000 cartes d'accès au port délivrées. Comment est-ce qu'on peut avoir 5000 personnes, dont au moins 1500 dockers, et que pas une personne se dise « mais c'est quoi ce hangar où on emmène des hommes avec des menottes ?» Enfin, tout ça montre également qu'à l'époque, ce qui se passait pour l'étranger... Il y a une autre chose qui est révélatrice, c'est le commissaire Payan, qui écrit tout. S'il écrit tout et qu'il dépose ça aux archives départementales, c'est qu'il ne vaut pas le problème, en fait. Enfin, il veut se... Je crois aussi, moi. Alors peut-être qu'il se couvre, je ne sais pas. Moi, je suis étonné des détails, des expressions, bien évidemment. Et j'ai plutôt tendance à penser qu'on fait disparaître dans ces cas-là les dossiers. Lui, mais il dépose tout aux archives départementales. Alors, d'abord, il est assez obsessionnel, je pense, parce que ce type-là, j'ai retrouvé 36 cartons d'archives. Chacun est à peu près comme ça, donc c'est un boulot de dingue à éplucher. Ce type-là gardait tout. Dès qu'il y avait une brève qui concernait ses services ou une manifestation à laquelle il avait participé, hop, il la collait, il l'archivait. Donc moi je pense qu'il était obsessionnel, je pense qu'il se couvrait. Quand on regarde les brouillons dans lesquels, ou les rapports qu'on envoie aux autorités pour leur rappeler que c'est illégal ce qu'on est en train de faire, je pense qu'on se couvre. Et par ailleurs, il les donne aux archives départementales. En fait, l'un de ses amis dirigeait les archives départementales. Donc il va donner des archives dans lesquelles il n'y a pas seulement, nous on s'intéresse que à l'affaire Darinck ici, 36 cartons qui couvrent toute sa carrière, ses études, etc. Et par ailleurs, il a cette prudence de dire pas avant la fin du siècle. Hein. Il les donne alors qu'il est déjà en retraite, ce qui veut dire que lui sait qu'il ne verra pas le 21e siècle. Donc voilà, donc je pense que s'il était si tranquille que ça, il n'aurait peut-être pas... C'est combien de temps la protection des archives judiciaires normalement ? Alors c'est un petit peu compliqué, c'est 60, si je ne dis pas de bêtises, 75 ans après la mort de la dernière personne concernée. Voilà. En fait, ce qui fait que moi j'avais le droit d'avoir accès qu'à une petite partie de ce que j'ai utilisé pour mon travail, mais j'ai obtenu une dérogation. Par exemple, les registres que je montre ou les mains courantes que je montre, théoriquement, ne sont pas accessibles pour l'instant. Et j'ai obtenu une dérogation pour avoir le droit de les consulter et les filmer. Et une dérogation qui ? Dérogation de la préfecture. Ce qui est intéressant. Alors j'ai mis longtemps, hein, j'ai mis des mois et des mois et des mois. Il a fallu que je fasse pression un petit peu fort, mais à la fin on me donne accès quand même, quoi, ce qui n'est pas inintéressant. Juste, c'est très anecdotique, mais donc dans ces registres, on voit des noms, dans les mains courantes, on voit des noms, et en fait c'est les noms des bateaux. On a fait tout un travail au montage, parce que par contre je filme les mains courantes, mais j'ai une dérogation pour le faire, et je veux pas du coup qu'on puisse lire les noms des hommes qui sont concernés. Et donc on peut pas le remarquer, mais c'est que des noms de bateaux en fait qu'on est allé chercher à d'autres endroits dans le registre. Comment vous avez eu connaissance de ces archives ? Comment est-ce que j'ai eu connaissance des archives? Donc dans un premier temps, quand je m'intéresse et que je découvre qu'il y a eu cette histoire en 75, je vous parlais tout à l'heure de ce chercheur anglais. Il s'appelle Ed Naylor. Et il a vu le film et tout, enfin on est restés en contact tous les deux. Ed Naylor, il avait commencé à creuser, et il avait commencé à trouver des cartons du commissaire Payan. Et donc moi je suis entré en contact avec lui quand j'ai vu que quelqu'un avait travaillé, et lui m'a donné cette première piste en me disant les cotes, on appelle ça des cotes, hein, c'est les numéros que vous trouvez sur les dossiers aux archives départementales. Il m'a donné les codes qu'il avait pu consulter en me disant mais il y en a beaucoup d'autres que j'ai pas pu consulter moi. Donc je suis rentré comme ça sur les archives. Combien de temps ça vous a pris d'arriver jusqu'au résultat final, donc le film, et qu'est-ce qui a été le plus compliqué? Combien de temps ça m'a pris et qu'est-ce qui a été le plus compliqué? Combien de temps ça m'a pris, si je devais calculer, je vous ai dit, l'histoire, j'accède à l'histoire au moment du premier confinement. Et le film, il a été terminé en septembre l'année dernière. Donc voilà, c'est quoi, 3 ans? 3 ans et demi? Oui, presque 4 ans. Alors c'est surtout du temps d'enquête. Et qu'est-ce qui a été le plus compliqué? Retrouver des hommes qui ont été enfermés là.
Ça a été ça le plus compliqué en fait. Parce que les archives, je sais faire, j'ai souvent travaillé aux archives, j'adore ça. Je perds un temps fou aux archives. L'un de mes précédents livres est un livre qui est nourri essentiellement d'archives de la Seconde Guerre mondiale. Donc j'aime vraiment beaucoup et ça, à la rigueur, je sais me diriger dans les archives. Mais retrouver des hommes, j'ai mis un temps dingue. Pour plusieurs raisons. D'abord, beaucoup de ces hommes ne sont jamais revenus en fait. Et par ailleurs, la plupart de ceux qui sont passés par là, je pense, n'ont même pas vu à l'époque ce qu'il y avait d'énorme et de scandaleux dans le sort qui leur a été fait de les placer comme ça dans un hangar illégal. Ils s'en sont pas rendus compte. Et vous allez comprendre comment je l'ai compris. Donc je mets un temps fou. Je finis par retrouver quand même l'un de ces hommes que malheureusement je n'ai pas pu filmer. Tout simplement parce qu'à l'époque c'était un opposant à Hassan II. Aujourd'hui c'est un conseiller de Mohamed VI. La vie des fois. La vie des fois. Et donc cet homme m'a quand même un petit peu aidé. Il m'a dit bon, il ne sera pas question que j'apparaisse publiquement, mais il m'a un petit peu. Et il m'avait donné le nom de Mustapha, que j'interviewe dans le film, mais il se trompait sur le nom de famille. Et il me disait, je crois qu'il habite à Aubagne, à côté de Marseille. Et donc j'ai mis, je pense, à peu près 1 an et demi avant de retrouver Mustapha, qui en fait était à Gardanne, de l'autre côté de Marseille, et qui s'appelait non pas Moé, enfin bref, il s'appelait Mohammadi, mais c'était pas le nom qu'on m'avait donné au départ. Je vais voir une première fois Mustapha Mohammadi. D'abord, je l'appelle au téléphone. J'ai appelé, j'allais dire des dizaines, mais je pense que c'est des centaines d'hommes dont les noms figuraient sur les... Mais non, c'était des homonymes. Et là, bonjour, Olivier Bertrand, je suis journaliste, hein, je prépare un film. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être enfermé dans un entrepôt sur le port de Marseille en 1975 ? Et là, j'ai un homme au téléphone qui me dit, oui, tout à fait, comment vous savez ça ? Est-ce que je peux venir vous voir ? Voilà. 2 jours plus tard, j'étais chez Mustapha. On se voit pendant 2 heures. Il me raconte déjà une première fois son histoire, l'entrepôt, etc. Et puis je laisse passer un petit peu de temps et je reviens le voir en lui disant voilà que le film avance, que bientôt je vais revenir pour le filmer, j'ai besoin qu'on parle encore. Je viens le voir et là il me dit tu sais la première fois, il se met à me tutoyer, tu sais la première fois que tu es venu me voir, j'ai pas dormi de la nuit en fait. Parce que le soir j'ai dit à ma famille tiens il y a un journaliste qui est venu me voir aujourd'hui pour que je raconte le hangar où j'avais été enfermé. Et là, il y a sa fille aînée qui lui dit « Mais tu ne nous as jamais dit que tu avais été enfermé dans un hangar. C'est quoi cette histoire ?» Et il me dit « Tu vois, la nuit, je me suis dit, mais en fait, ça m'avait paru normal, en fait. C'est quand tu m'appelles que tout à coup, je me dis, ben oui, en fait, c'est une prison clandestine, quoi. » Je pense, voilà, ce sort comme ça... Il y avait des gens qui se battaient déjà. Hein, les luttes issues de l'immigration, elles sont pas nées des années 80. Hein. Après-guerre, c'était plutôt les syndicats. Il y avait déjà vraiment des gens qui se battaient. Et en même temps, c'est là qu'on réalise quand même qu'il y avait un sort qui était tel qu'il était accepté. Quoi. Je suis un peu long dans mes réponses. Mais... Madame ? Alors moi, ce film, c'est vrai que ça m'a beaucoup bouleversée parce que j'ai repensé à mes parents et aux idées qui m'ont inculqué, que j'ai. Et j'ai pensé à Monsieur Pasqua, le sac et la tuerie d'Oriol, quoi. C'est dur. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas toute cette histoire. C'est pour ça que l'histoire est importante pour mieux comprendre le présent. Moi, j'en suis convaincu. Je pense que des fois, on a peur d'exposer l'histoire, de la raconter, de la prendre, avec la peur que ça souffle sur des vieilles braises, que ça vienne... Mais je crois que c'est le contraire, en fait. Qu'il faut aller jusqu'au bout, qu'il faut tout regarder, tout poser sur la table. Il y a très peu de peuples et très peu de pays qui savent le faire. Hein. Le Rwanda, à mon avis, l'a fait de façon exemplaire au moment des procès, hein, ou dans les villages. Mais c'est très rare, quoi. Hein. Regardez le temps qu'il nous a fallu pour regarder la France collaborationniste et comprendre que la France n'était pas résistante comme on l'a appris à l'école dans les années 50. Il faut du temps. Et c'est quand on sait tout ça qu'on peut commencer à parler, à débattre. Et puis à mon avis, ça ne provoque pas de la colère et de la haine. Hein. Ça peut, au contraire, arriver à comprendre dans quel pays on vit, quels ont été les rapports, les horreurs qui sont passées en France, mais pas seulement en France, en Algérie aussi. Enfin, tout ça, il faut l'apprendre, le connaître, quoi, si on veut savoir d'où on vient. Et vous allez sortir en DVD ce document, ou c'est possible ? C'est pas impossible. C'est vrai que les producteurs ont tendance à le faire de moins en moins parce qu'on utilise de moins en moins les DVD. Ça n'empêche pas de le faire. Souvent, on le fait parce qu'il y a une demande précise de réseau de médiathèque, par exemple. Oui. Et dans ce cas-là, voilà, on en tire. Mais oui, c'est possible.
ou même possible qu'il passe sur des chaînes comme Arte ou ça Alors, il a été diffusé une première fois en octobre sur France 3 Corse, via Stella. Il repasse le 30 janvier sur France 3 Marseille-PACA cette fois. Ensuite, au printemps, il sera sur LCP. Et parallèlement, il a été acheté également après qu'il ait été fini par Al Jazeera, qu'il a traduit en anglais. Donc il circule à l'international, mais en version anglaise. Et en Algérie, donc il va passer. Ils l'ont pas traduit en arabe, je ne sais pas pourquoi. Alors, sauf si je suis pas informé depuis que ça s'est fait. Hein, mais moi, j'aimerais beaucoup, bien sûr. J'aimerais vraiment que J'aimerais beaucoup. les Algériens le voient. Ils n'ont pas besoin de traduire. Oui, tout le monde parle plus français en Algérie. C'était le cas, c'était le cas en 60, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Ce qui est logique, d'ailleurs. Ils ont une chaîne où ils parlent en français. Ouais. Est-ce qu'au XXIe siècle, on a retrouvé des structures comme ça ou pas? Ou c'est la dernière structure qui a été retrouvée comme ça? Alors, à ma connaissance, moi, j'ai pas d'idée. D'abord, il faut, si on veut se replacer dans un contexte, il y a quand même une vieille tradition d'enfermement de l'étranger dans ce pays. Pas que dans ce pays, à mon avis, c'est partout, mais voilà, hein, les républicains espagnols, les antifascistes allemands, enfin, il y a beaucoup de monde qui a goûté au geôle pas toujours légal. Au XXIe siècle, je ne saurais pas vous répondre de façon précise. Je ne sais pas. Mais il y a quand même les centres de rétention qui sont légaux. Ouais, qui sont légaux, mais bien sûr, qui existent et dont les conditions de rétention s'aggravent en permanence. Les pratiques sont quand même pas très légales. La dernière personne, une femme enceinte de 6 mois, qui a été portée pour monter dans un avion rempli d'expulsés, enfin, c'est pas possible, quoi. Et c'est la semaine, enfin, il y a quelques jours. Certain. Il y avait une question là, puis après là. Du coup, le commissaire Payan avait fait note à la préfecture. Je vais répéter la question avec le micro. Le commissaire Payan qui n'a rien à voir avec le maire Payan actuel, c'est la première question que j'ai posée. Il y a une parenté ou pas? Le commissaire Payan faisait donc des notes qui remontaient à la préfecture, ce qui fait qu'à un moment donné, le gouvernement a été totalement informé de cette réalité-là. Lorsque l'affaire a éclaté au niveau national, est-ce qu'il y a eu des réactions de la part, il y a des médias qui en ont parlé, il y a eu Canard enchaîné Libération, mais aussi d'autres politiques, quand on a appris que le gouvernement était en train d'accorder l'existence d'une prison clandestine, avec arrestation arbitraire, c'est ça qui est fou surtout. Alors, j'ai pas retrouvé de réaction politique d'opposants, à part de faire donc à l'Assemblée nationale. En revanche, le secrétaire d'État aux travailleurs immigrés de l'époque, qui s'appelait Djidou, si je le prononce bien, jeune énarque qui venait de sortir depuis peu, qui avait peut-être 35 ans, donc est monté au créneau pour défendre, en fait, pour expliquer au début, mais tout ça est tout à fait normal, il faut bien loger de façon décente ces gens, certes des travaux pour être... Enfin, voilà. Mais sinon, pas de réaction autour d'élus. Ensuite, ce qui va faire beaucoup débat, c'est la suite. C'est-à-dire que en 78, la Cour de cassation classe l'affaire, mais la rétention va naître en France, la rétention administrative dont parlait Madame, où les conditions d'enfermement sont des fois terribles, elle va naître précisément de cette histoire-là. C'est-à-dire que le gouvernement se trouve coincé. On ne va pas fermer Arinques, parce que fermer Arinques, ce serait avouer que c'était une prison clandestine. Donc à coup de circulaire, on le fait tenir comme ça. Et c'est la loi PERFIT, la loi Liberté-Sécurité, qui va créer la rétention administrative. Et là, il y a des débats très forts en France. Donc la gauche va s'opposer à la création de la rétention administrative, tant qu'elle n'est pas au pouvoir. Mais ceux qui montent le plus fort au créneau à l'époque, c'est en fait la droite centriste catholique, qui, elle, va s'opposer vraiment très, très, très fort. Ensuite, février, c'est une loi qui est très compliquée, donc il va y avoir beaucoup d'étapes, mais donc promulgation définitive seulement en février 81. 3 mois plus tard, la gauche accède au pouvoir, et le premier centre de rétention officiel qui va être inauguré, c'est à Reims, qui existe déjà, et qui est-ce qui va l'inaugurer? C'est le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre. Alors, si on veut être tout à fait juste et précis, on peut ajouter aussi, ce qui est une vraie réalité, c'est que quand même, la gauche arrivée au pouvoir va encadrer très fortement
la rétention beaucoup plus fortement que ne l'encadrait la loi Perfit. Donc avec par exemple la nécessité d'avoir la CIMAD à l'intérieur de chacun des centres de rétention. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque maintenant on a fait un appel à projet pour faire entrer d'autres structures. À l'époque, c'était que la CIMAD, qui est là uniquement pour veiller aux droits des étrangers. Et puis on va au départ encadrer le nombre de jours d'enfermement, etc., etc. Toutes choses qui vont se dégrader depuis... Du coup, déjà j'étais étonné de la date de la création du principe de rétention administrative. Et du coup, ouais, il n'y avait pas de... Est-ce que c'est une problématique qui n'était pas présente en fait avant 80, avant les années 70 du coup j'imagine, suffisamment négligeable pour pas avoir besoin de ce dispositif, et du coup que c'est intrinsèquement lié finalement avec l'Algérie. C'est pas synonyme que ce soit lié un truc comme ça, une mesure de rétention liée à un pays. Et pour reprendre la question du camarade, ça en est devenu quoi? Ça a été fermé en quelle année Donc d'abord oui, c'est d'abord avant, pendant assez longtemps, les étrangers, on les enfermait en prison avant de les expulser. Là, ce à quoi va essayer de répondre Payan, c'est à une immigration qui devient massive à partir de 1962, pour plein de raisons. Le libre circulation et parallèlement une situation qui se dégrade très fort en France. Il y a un militant algérien dans le film explique tous les cadres qui s'en vont, qu'ils aient été menacés comme souvent on croit de façon très unanime que ça s'est passé, ou qu'ils aient pour une partie d'entre eux choisi de partir, ce qui est une réalité. Il y a quand même des historiens très sérieux qui ont travaillé là-dessus. Quoi qu'il en soit, l'Algérie s'est retrouvée très vite à dégringoler économiquement, plus la crise kabyle, enfin voilà, toutes choses qui font que les gens vont venir massivement, qu'on va essayer de limiter de façon officieuse ces arrivées, et que là, on se retrouve avec une masse qui fait qu'on a beaucoup de gens à retenir le temps d'avoir un bateau, et qu'on va chercher finalement une solution pratique. Voilà, Ensuite, la deuxième question, ça existait, alors je veux être précis, ça existait, je pense, jusqu'en 2002, le centre, ou 2003, et oui. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une histoire tout à l'heure, juste après. Et ensuite, il est fermé parce qu'on a créé un nouveau centre qui s'appelle le CANEC, qui est le centre de rétention actuel, plus sécurisé, mais qui est à quelques dizaines de mètres. C'est juste à côté. Et donc, on va détruire le centre le hangar, on va le détruire. Aujourd'hui, quand vous venez à Marseille et que vous arrivez non pas par la 7, mais par la 55, vous savez, cette rocade qui longe la mer, une arrivée très belle dans Marseille. Moi, je vis à Marseille maintenant. Donc, vous arrivez par cet endroit-là, et vous avez un endroit où vous avez un parking avec plein de voitures. C'est les voitures destinées à l'export. Et c'était là qu'il y avait en fait Arinque, avant le hangar d'Arinque. Je vous disais que je vais vous raconter quelque chose à propos de ce hangar. Quand les journaux ont arrêté de parler de toute cette histoire, parce que l'actualité fonctionne comme ça, c'est des vagues, et puis on arrête de s'intéresser. Et souvent, les journalistes ont le tort de ne pas suivre, en fait, ensuite, ce que deviennent les histoires et les hommes dont ils s'occupent. Au début, l'avocat, il parle de deux hommes. Le pêcheur, et puis il parle du jeune voleur. Vous savez que... Et c'est par lui, en fait, par les parents de ce jeune homme, qu'on va savoir que... Ce garçon, en fait, il s'appelait, je ne sais pas, parce que j'ai pas réussi à le retrouver, Saïd Benia. Et donc, quand on a arrêté de parler de tout ça, les policiers sont venus le trouver chez lui, l'ont arrêté, l'ont placé dans le hangar d'Arinque, et il a été expulsé. Il a réussi à revenir en France. Il a été arrêté peu de temps après, placé 13 fois. Entre 1975 et 2000, il a été placé 13 fois dans le centre d'Arinque. J'ai retrouvé notamment un militant de la CIMAD qui s'était occupé de lui et qui a réussi à faire sortir des informations pour provoquer un scandale en 2000, qu'on parle de cette affaire de ce garçon. Et finalement, il est sorti définitivement en 2000. Et quelques mois plus tard, il était en hôpital psychiatrique. Ce qui ne veut pas dire que c'est la rétention qui l'a mis là, mais juste pour raconter un petit peu, voilà, comment on peut s'acharner des fois sur le... J'ai pas réussi à le retrouver. Impossible de retrouver Saïd Benia et impossible de retrouver le pêcheur. Ça a été, j'espérais vraiment pouvoir, tirer ce fil narratif, bien sûr, mais par ailleurs pouvoir donner la parole à l'un de ces hommes, savoir ce qu'ils sont devenus. Et voilà, impossible de les trouver. Vous avez rencontré personne qui a été détenue dans le... Mustapha ? Ah oui.
Mustapha, qui raconte, voilà. Je vous parlais également de ce monsieur, j'ai retrouvé 4 personnes au total. Je vous parlais au début de ce militant qui maintenant travaille auprès de Mohamed VI et donc qui ne pouvait pas témoigner officiellement. Mustapha, le choix que j'ai fait, c'est de... Moi, j'aime bien quand la parole a le temps de se déployer dans un film. Je pense qu'on est dans une époque de zapping où on s'habitue à une parole très hachée comme ça, les réseaux sociaux n'améliorent rien. Dans mes films, j'aime bien que les gens aient le temps de parler. Donc je trouvais plus intéressant de ne garder qu'un témoin et qu'il ait le temps de nous raconter, en fait, dans les détails. Là, ou là, et là. Dans cette prison, il y avait majoritairement que des Algériens ou est-ce qu'il y avait des Africains, des Italiens, des Espagnols, je sais pas, des pays de l'Est? Au départ, très clairement, c'était pour les Algériens. C'est vraiment le moment où la police sur le port se trouve démunie, d'après elle, bien sûr, par défaut de loi. C'est-à-dire que on a les accords d'Évian qui accordent la libre circulation. Les Algériens ont le droit de venir et des policiers considèrent, à notre place, qu'il n'est pas bon qu'il y en ait trop ici et qu'il faudrait pouvoir les choisir. Et donc, ils vont pouvoir obtenir de la chambre de commerce. Je pense que c'est pas anodin quand même. La chambre de commerce à l'époque, elle payait les voitures des policiers et des RG sur le port, les moyens du commissariat, etc., etc., à cette police qui était chargée de surveiller les frontières. Je trouve ça vraiment pas anodin. C'est-à-dire que la chambre de commerce, qui a besoin de cette main-d'œuvre, mais pas de n'importe quelle main-d'œuvre, et puis qui a besoin également peut-être des fois qu'il y ait un marché en tension pour voilà, ce qui permet des fois de choisir et puis aussi de payer moins cher des fois. Enfin, tout ça n'est quand même pas anodin d'après moi. Bref, la chambre de commerce va mettre à disposition le hangar dans lequel, dans un premier temps, on ne trouve que des Algériens. Ensuite, dans un deuxième temps, vont transiter par Marseille et donc par Arinque des gens qui sont sous le coup d'un arrêté ministériel ou d'un arrêté préfectoral, ce qu'on appelle la double peine également, c'est-à-dire des gens, essentiellement des hommes, qui ont été punis, qui ont été condamnés à une peine de prison et à une interdiction du territoire à l'issue, et donc qui vont être envoyés à Marseille, placés à Arinque. Donc à partir de là, on n'a plus seulement des Algériens, mais également des Marocains, des Tunisiens, et puis des hommes venus d'autres pays d'Afrique. Je dirais qu'à 98%, pour ce que j'ai pu lire, c'est des hommes et des hommes venus d'Afrique, Maghreb, Afrique noire. Enfin. Est-ce qu'il y a eu des femmes qui ont été détenues? Il y a eu des femmes, il y a eu des enfants, très peu, c'est pour ça que je disais 98%, mais quand on voit le plan à la fin, il y a un local qui est femmes et enfants, c'est ça. À la fin, sur le plan. Pour les fouilles, Il y a l'enfant, il n'avait pas le droit de les détenir. Et la femme de ménage. Et la femme de ménage pour les fouilles, exactement. Oui, il y a un moment donné dans votre documentaire où il y a une intervention, je ne sais plus si c'est un prêtre ou... Oui, un prêtre, oui, ça, oui. Voilà, qui a un discours digne d'un colon plein de racisme, mais je me demandais pourquoi est-ce que cette personne-là intervient dans votre documentaire. C'est terrible en fait. C'est terrible ce que vous dites, pour moi pour le coup, parce qu'on a un doute depuis la première... Ce film a été projeté en avant-première dans un festival à Douai, le FIGRA, et à l'issue, dans le débat, quelqu'un fait la même intervention que vous. Cet homme est un homme extraordinaire en fait, il est au second degré. Et du coup, c'est nous, quand je dis nous, c'est mon monteur et moi, dans notre travail, qui avons laissé passer un truc, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on monte, qu'on comprend qu'il est au deuxième degré. C'est-à-dire qu'il dit, il ne monte pas. Et du coup, il ne s'intègre pas. C'est-à-dire qu'en gros, lui dit, on fait venir ces gens-là parce qu'on a besoin d'eux. Ils sont corvéables à merci. Voilà. Ensuite, on se débarrasse d'eux quand on n'en veut plus. Et du coup, on ne les fait pas progresser, donc il ne s'intègre pas. Il est au deuxième degré. Il dénonce quelque chose, en fait. Ah d'accord, oui. Mais je pense parce que je crois qu'en fait, entre son visage tranchant et le fait que c'est un père, qu'il est aumônier à Aix-en-Provence, je pense qu'il pâtit de... Et c'est terrible pour moi, parce que cet homme que je connais pas, je crois qu'il n'est plus en vie, j'ai essayé de le retrouver lui aussi. Pour moi, c'est terrible qu'on puisse comprendre, en fait, que c'est un facho, en fait. Et j'en suis à me demander s'il ne faut pas qu'on reprenne un petit peu le montage du film sur ce point-là. Voilà. Ou alors le dire avant. Est-ce que vous étiez nombreux à avoir compris que c'était un facho, que c'était un discours... Ah oui, moi j'ai cru et j'ai dit, ma réaction, même
même la religion fait que... Non, non, on Il y a sent- ambiguïté, quoi. Il y a une on sent ambiguïté, une- c'est terrible. On ne peut on pas sent laisser une cette ambiguïté. ambiguïté. On sent une ambiguïté. Oui, tout à fait. Et puis il y a son nom, la Bollardière. Il est tranchant, je trouve, dans sa critique, c'est-à-dire qu'il On sent une il arrive en quelques phrases à décortiquer de façon extrêmement simple ce qui est en place et ce qui est toujours en place aujourd'hui, moi je pense. Non, mais il pâtit de sa tête, quoi. Petite sa tête. Délit de sa gueule. Délit de sa gueule. Délit de sa gueule. C'est vrai. Non, mais même dans le ton, on voit pas son bon Il dénonce. Il dénonce. Second degré, d'ailleurs, c'est pas la bonne expression. Hein. Il est au premier degré, mais au premier degré pour dénoncer, en fait. Il énonce une situation qui le choque, mais effectivement, on pourrait comprendre. C'est une vraie leçon de cinéma hein, sur le. Moi, j'exige toujours au moins 7-8 semaines de montage pour mes films. On est dans une époque où, comme pour tout, on a tendance à aller de plus en plus vite, à réduire les moyens de tout le monde. Et aujourd'hui, on monte des films de 52 minutes. La plupart sont montés en 5 semaines, en fait. C'est-à-dire que le réalisateur entre dans la salle de montage, il sait ce qu'il veut faire, et son monteur, de façon technique, va faire. Moi, je ne veux pas de ça, en fait. C'est-à-dire que je pense un film avant. Quand je le filme, il se transforme un peu, mais je veux qu'on puisse tout remettre en question en salle de montage, faire émerger quelque chose. Et c'est là, pour moi, que vient la poésie ensuite. La beauté du cinéma, elle arrive à ce moment-là. Donc j'ai eu 7-8 semaines, mais vous voyez, on peut quand même réussir à la fin à faire passer des trucs sur lesquels... ouais. Et la double peine, normalement, elle a été interrompue après la marche de 83. Non. Alors c'est drôle parce que il s'est passé quelque chose ici à Lyon qui concerne la double peine et que Nicolas Sarkozy a raconté dans un livre. La double peine, ouais. Un jour, alors c'est pas exactement à Lyon, à Annecy, il y avait un homme qui s'appelait Chérif Boucher-Lelegue. J'utilise l'imparfait, il est décédé, Chérif, et qui était un gars qui avait fait pas mal de bêtises, de délinquance, qui était par ailleurs schizophrène mais qui se soignait, qui était marié, sa femme s'appelle Sabine, ils avaient 5 enfants. Et les gendarmes de la petite ville où il habitait l'avaient dans le nez, avaient fait remonter des rapports erronés au préfet, qui avaient fait remonter à l'intérieur. Et donc Nicolas Sarkozy, c'était un moment donné où Nicolas Sarkozy mettait en spectacle un petit peu les opérations d'expulsion, décide de faire expulser Chérif Boucher-Lelegue. Et moi, on m'alerte, je travaille ici à Lyon, Bernard Bols, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, voilà, et puis quelqu'un d'autre d'un mouvement militant de Vaux-en-Velin, viennent me voir et me disent, il y a un souci en fait, c'est-à-dire que tout est faux dans ce que les gendarmes ont fait remonter. Je leur dis, bon, en ce cas-là, voilà, je vais enquêter, quoi. Je ne peux pas me contenter de ce que vous me dites. Donc je vais voir Chérif chez lui, je lui pose plein de questions, il me raconte plein de trucs. À un moment donné, je lui dis, vous avez des photos de... Je ne sais plus de quoi il parle. Et donc je vois que ce gars-là va dans un guéridon précis, parce que notamment, le préfet disait que ce gars-là n'habite pas avec sa femme depuis très longtemps. Je vois bien que ce gars-là habite là, qu'il connaît tous les... Voilà. Le préfet avait dit que sa femme n'était pas allée le voir en prison. Il avait fait un séjour de 6 mois de prison. J'ai réussi à avoir le directeur de la prison qui me dit, je ne peux pas vous répondre comme ça, qui me fait rappeler pour me faire préciser que son épouse est venue à 28 reprises. Enfin voilà, toutes choses comme ça. Donc on fait un papier dans l'IBO, en expliquant que Nicolas Sarkozy a menti. Et ça sort un samedi matin. Lundi matin, je vais au travail. En fait, j'avais un bureau dans l'immeuble où j'habitais, sur les pentes. Il est 9h du matin, téléphone sonne. Bonjour Monsieur Bertrand, oui tout à fait. Est-ce que je peux vous passer le ministre de l'Intérieur? Et moi je me dis, bon, lequel de mes copains est en train de me faire une petite blagounette à 9h du matin à lundi? Allô, bonjour, Nicolas Sarkozy. Voilà, avec la voix vraiment, donc moi pendant un petit moment, oui, bien sûr, oui. Je parle comme ça, hein. Jusqu'au moment, en fait, je réalise que c'est Nicolas Sarkozy qui prend le temps le lundi matin de... Et là, on a une discussion assez longue, où il me demande les éléments que j'ai, en fait, il veut comprendre, et à la fin, il me dit, je viens de demander une enquête de l'inspection des services. Si ce que vous avez écrit est vrai, j'en tirerai toutes les conclusions. Je ne doute pas que si vous êtes trompé, vous l'écrirez, Monsieur Bertrand. Et je lui dis, c'est l'évidence, mais je sais que je ne vais pas le faire, parce que contrairement à vous, je suis allé sur place, c'est pas votre métier. Voilà. Donc on finit avec une discussion, et là il me dit, sur ce temps-là, il me dit,
Bon, enfin, si je le laisse rester là, vous imaginez, s'il refait des conneries, je vais avoir vous feriez quoi à ma place? Alors je lui dis, moi je ne peux pas être à votre place. Pourquoi? Ben, je lui dis, parce que moi je suis radicalement contre la double peine. C'est une injustice terrible. Pourquoi? Et je lui dis, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, Chérif Boucher-Lallègue, comme beaucoup d'autres, c'est quelqu'un qui est quasiment né ici. Donc, si c'est un délinquant que vous voulez expulser, c'est ici qu'il a fabriqué sa délinquance. Pourquoi est-ce que vous voulez ensuite imposer cette délinquance à des Algériens, à un pays où il n'a jamais vécu? Par ailleurs, il a 5 enfants. Ce qui veut dire que vous allez faire grandir 5 enfants sans leur père. Peut-être que vous fabriquez, après tout, des enfants qui iront... La discussion comme ça. Ah oui, non, c'est après qu'il me dit, ouais, vous vous rendez compte s'il refait une connerie? Une semaine après, il avait toutes les informations, le préfet a été viré, le patron de la gendarmerie a été viré, son directeur de cabinet m'a rappelé, et puis voilà, et l'affaire a été classée. 2 ans plus tard, Nicolas Sarkozy écrit un livre, avant de se présenter à la présidentielle, je ne sais plus le titre du livre, et dedans il explique qu'il y a un chapitre sur la double peine, et il explique qu'un matin, c'est en discutant un lundi matin avec un journaliste, alors ici pas le journal, que j'ai été convaincu de l'absurdité de la double peine. Voilà. Ce jour-là, je me suis dit, si tu as fait qu'une chose dans ta vie... C'est pas pour ça que ses successeurs ont été convaincus, quoi. La double peine, elle est en train de revenir, et surtout, elle n'a en réalité pas jamais complètement disparu. C'est-à-dire qu'on trouve d'autres moyens d'expulser quand même les gens qui sortent de prison. Mais Nicolas Sarkozy avait freiné un peu la double peine. Oui, ce qu'on est en train d'expliquer là, il a même fait légiférer, en fait, pour officiellement mettre fin à la double peine. Je croyais que la marche de 83 avait été pour ça et que non. Mitterrand avait... Non, ce qu'obtient vraiment la marche pour l'égalité, qu'on appelle marche de beurre, mais qui est un drôle de quiproquo, enfin un drôle de... Une ironie terrible en réalité, c'est la marche pour l'égalité, qui est partie de bavures, d'abord de bavures policières, mais ensuite, ce qui va être réclamé, c'est une égalité, une génération qui demande de sortir de l'ombre des cités et d'être traité comme les autres jeunes Français. Et ce que vont obtenir les marcheurs, c'est le titre de 10 ans pour les parents, en fait. Et c'est d'ailleurs une jeune conseillère de François Mitterrand, qui s'appelle Ségolène Royal, qui est au cabinet de François Mitterrand, et qui leur suggère, quand ils arrivent sur le perron avant la rencontre avec le président, de demander ça au président. Et en fait, ça joue en quelques minutes. Ça joue en très peu de temps. Mais en fait, parce que ça avait été décidé en amont, c'est-à-dire que ce que Mitterrand voulait, enfin ce que les conseillers de Mitterrand voulaient pouvoir annoncer, c'était qu'on donnait un titre de 10 ans, en fait, ce qui n'était pas du tout ce que demandaient les marcheurs. Tant mieux pour ceux qui ont eu la carte de 10 ans qui sécurisaient. Hein, mais... Donc la double peine, non, ça va arriver nettement plus tard. L'année dernière, on a passé ici un documentaire sur les marcheurs, avec d'anciens marcheurs, notamment Leila Ben-Sharif. C'était très intéressant. Lyon est l'une des villes de départ, en fait, hein, qui est la vraie ville d'origine. La marche pour l'égalité, elle est partie de Marseille, hein, après une bavure policière, mais la réalité, c'est qu'au départ, ça part de Lyon, avec notamment le Père Delorme et Vénissieux. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a fait choisir cette musique, cette chanson dans le film? Alors en fait, vous savez, c'est Lounès, oui, qui chante, ouais. Et en fait, on entend des enfants le chanter. Et ça, c'est dans le sujet de l'époque. En fait, je crois que l'archive que je préfère de tous... j'ai fait aussi un énorme boulot au niveau des archives audiovisuelles. Et c'est passionnant également à faire. Et j'ai eu la chance d'être produit par l'INA. L'INA, c'est l'Institut national de l'audiovisuel. C'est eux qui sont chargés en France de conserver et exploiter les archives de la télévision. Et donc, quand c'est eux qui vous produisent, et de la radio, tout à fait. Quand c'est eux qui vous produisent, vous payez moins cher les archives. Le film paye moins cher les archives, donc on peut en mettre plus. Et j'ai adoré faire ça parce que c'est aussi pour moi une histoire de la télévision et comment la télévision montrait tout ça. Et d'ailleurs, j'ai découvert qu'à l'époque, la télévision faisait vraiment du cinéma, des cadres incroyables, enfin bref. Et donc ce sujet que j'adore, que je trouve complètement étrange, ce piton rocheux avec le vent, ces jeunes hommes avec leur regard comme ça, très fixe sur la caméra. Et il y a ces enfants qui chantent en fait la chanson. Et c'est très beau leur façon de la chanter. Et donc du coup, je voulais la faire revenir au moment du générique. Et donc on a demandé l'autorisation, et on a eu l'autorisation gratuitement de l'utiliser de la part des ayants droit de Lounès. On leur a montré le film pour qu'ils voient pourquoi on voulait l'utiliser. Ils ont dit qu'on pouvait l'utiliser librement. Voilà.
très belle chanson, et par ailleurs c'est une chanson qui dit en kabyle on frappe à la porte mon père, alors je parle pas, je me suis fait traduire, on frappe à la porte grand-père, ouvre la porte, voilà, qui peut éventuellement évoquer l'étranger. Je ne sais pas si quelqu'un connaît les paroles, pas forcément. Je sais que ça a été un gros succès en France par Idir, qui est décédé il y a quelques années. Mais oui, c'est... Dans les cafés et jukebox, on entendait beaucoup. Tout à fait. Je vous propose qu'on termine la discussion autour d'un verre, comme ça vous pourrez vous adresser directement à Olivier, qu'on remercie tous. D'être venu pour la qualité de son travail.